Bonjour et bienvenue dans le 12e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Aujourd'hui, je vous ramène le 30 décembre dernier et je vous parle de diagnostic éditorial, d'échec, de confiance en soi, d'isolement, d'appel à l'aide, de genre, de bilan, de personnages, d'ateliers d'écriture, de légitimité, de lecture, d'analyse de texte, de correction et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le vendredi 30 décembre 2022. Je viens de faire appel au diagnostic éditorial de l'école Les Mots pour relire mon texte L'Inde de Soulage. Le tarif est de 400 €, donc par rapport à la longueur de mon texte, ça reste raisonnable. Mais bon, c'est déjà un certain coût et je ne suis pas sûre du tout que les retours que je vais avoir vont m'apporter quelque chose. Mais il faut que j'agisse par rapport à ce texte. J'ai envie d'avoir des retours professionnels. Et évidemment, comme vous le savez, les maisons d'édition qui répondent ne font pas de diagnostic éditorial, ça leur prendrait trop de temps, ce n'est pas leur rôle. Et moi, j'ai envie de comprendre pourquoi mon texte ne fonctionne pas et quelles sont les pistes de travail à explorer. Je ne sais pas du tout si j'aurai envie de le reprendre une fois que j'aurai un retour sur ce texte. J'en suis un peu écœurée, mais j'arrive pas à le laisser de côté pour partir sur autre chose. Le fait d'avoir passé tellement d'heures de travail dessus, de m'être acharnée, d'y avoir cru jusqu'au bout, fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire un trait dessus pour passer au prochain. Ce qui m'empêche pas d'écrire d'autres textes, mais j'arrive pas à l'oublier. Parce que je pense qu'il y a des bonnes choses. C'est juste qu'il me manque le second souffle, ce qui fait que ça fera tilt dans la tête d'un éditeur. Le fait que ce texte ne soit retenu nulle part, c'est une énorme déception pour moi, qui remet complètement ma confiance déjà pas très grande en moi par rapport à l'écriture en jeu. J'ai l'impression que tout ce que j'écris, c'est nul, que ça ne sert à rien, qu'il y a peu de chances que j'arrive au bout, que je ne serai jamais satisfaite de moi. Enfin, vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. C'est pas évident de continuer à être motivée dans ces conditions-là. C'est pas évident non plus de partager avec vous aujourd'hui ce sentiment. Parce que c'est un peu un sentiment d'échec quand même s'il ne faut pas confondre l'échec et la déception. Alors c'est sûr que j'ai pas envie d'abandonner l'écriture. Seulement je me mets tellement une énorme pression sur les épaules que je ne suis pas sûre de pouvoir vivre de l'écriture. Parce que aujourd'hui, les possibilités pour moi, si je voulais vraiment devenir autrice professionnelle, ça serait de m'auto-éditer. Dans ces cas-là, j'attendrai plus après le désir d'un éditeur et je prendrai les choses en main moi-même. C'est possible. Et je suis persuadée qu'il y aura des lecteurs pour lire mes textes. Sauf que déjà, je manque cruellement de confiance en moi par rapport à l'écriture. J'ai un besoin viscéral de travailler en équipe. Je suis pas tellement intéressée pour communiquer autour de mon livre, surtout si je manque de confiance en moi, ça va pas trop m'aider. Donc je pense que je ne suis pas dans les conditions idéales pour auto-éditer mon texte et que là j'ai besoin de prendre un peu plus d'assurance et je ne sais pas trop comment récupérer cette assurance. Aujourd'hui, je sens qu'il faut que je m'entoure d'autres créatifs, en particulier des auteurs, mais ça peut être juste des gens qui vivent de leur art, pour me trouver dans un cocon de gens qui vivent la même chose que moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis très 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 isolée par rapport à l'écriture et c'est hyper difficile d'être toute seule dans son coin à écrire ou à faire tout autre travail créatif, surtout quand concrètement il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que moi, je consacre des heures et des heures de travail à l'écriture, mais derrière, je ne gagne pas ma vie avec ça, et j'ai besoin de gagner ma vie pour pouvoir me loger et me nourrir. Enfin, si je parle juste de besoins primaires, j'en demande pas plus, quoi. Et pour le moment, c'est beaucoup de travail et d'énergie dépensée pour aucun résultat concret. Au contraire, comme il n'y a rien qui avance, c'est plutôt une perte de confiance en moi qui est de pire en pire, jour après jour. Je suis à la veille de reprendre mon podcast. Je pense que c'est important de le faire pour pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes
dynamique que moi. L'idée, ça serait peut-être de créer une petite communauté, un petit noyau dur de 5-6 personnes. Je cherche pas à ce qu'on soit trop nombreux parce qu'après, ça serait trop anonyme. Mais l'idée, ça serait de s'entourer, de trouver parmi vous, en fait, des personnes qui seraient partantes pour créer une communauté d'auteurs en devenir, qui pourraient échanger autour de ces problématiques, de ces textes, où on pourrait s'échanger un petit peu ce qu'on écrit, et j'aimerais bien rencontrer des gens qui ont la même exigence d'écriture que moi, qui est un vrai travail d'approfondissement de nos écritures et qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, je suis tellement paumée au niveau de mon écriture que je ne sais plus à quel sens me vouer pour pouvoir me faire aider. Là, j'ai besoin d'aide, clairement, sauf que je ne sais pas où aller chercher cette aide. J'ose pas contacter des auteurs déjà publiés parce que j'ai l'impression qu'ils me répondront pas. Et puis en plus aujourd'hui je suis un petit peu perdue. L'Inde de Soulages c'est de la littérature blanche, l'essai comique c'est plutôt de la comédie romantique. Et là je suis en train d'écrire un roman de fantasy. Et donc en fait je sais pas trop à qui m'adresser parce que c'est des genres tellement divers et variés que j'ai l'impression qu'il y a très peu d'auteurs qui s'adonnent à différents genres comme ça, aussi éclectiques, quoi. Si je fais le bilan un petit peu de mon travail d'écriture, on va dire que j'ai terminé l'Inde de Soulages, même si j'en suis pas satisfaite. J'ai passé plus de 2000 heures de travail sur ce texte pour un résultat plutôt moyen. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai écrit le premier jet des deux sœurs, qui est un roman auquel je ne pense plus du tout depuis que je l'ai écrit. Depuis que j'ai écrit ce premier jet, j'ai pas envie d'y revenir. Il m'habite plus du tout, comme si j'avais besoin de mettre quelque chose sur le papier là, et puis c'est tout. Donc pour l'instant, je le laisse tel quel, vu que j'ai pas envie d'y revenir. J'ai commencé à écrire le premier jet du village des femmes, et j'avais un peu l'impression d'aller à l'usine en écrivant ce texte qui ne m'habitait pas du tout. Donc j'ai fini par abandonner l'écriture, mais on va pas dire que j'ai abandonné, je l'ai plutôt laissé de côté. Je pense qu'il est peut-être pas assez mûr pour pouvoir travailler ce texte, mais de temps en temps, il revient me titiller, donc je l'ai pas abandonné. J'ai fini l'écriture de l'essai comique, le premier jet, plusieurs réécritures. Je l'ai fait lire à une personne qui m'a déjà fait ses retours. Il y a une autre personne qui doit me faire ses retours dans pas très longtemps, mais pour l'instant, il a mis du temps à le lire, ce qui est pas très rassurant. Je sais pas du tout si ces retours vont me donner envie de m'y replonger. En tous les cas, pour le moment, c'est pas du tout ma priorité. Et là, je suis en train de reprendre mon roman de fantasy, commencé à écrire il y a plus d'une dizaine d'années. Et alors là, je relis la dernière version que j'avais faite et c'est un peu... c'est hyper mal écrit, c'est pas très vraisemblable ni très réaliste. Les réactions du personnage sont complètement aberrantes, tout est poussé à l'extrême. En fait, c'est comme si j'avais peur qu'on me comprenne pas bien, donc je pousse tout à l'extrême. Alors, c'est pas très cliché, pour le coup, même si j'emploie toutes les expressions clichés qui peuvent exister. Mais les réactions du personnage sont assez surprenantes. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête quand j'ai écrit ça, quoi ? Bon, ce qui peut être aussi intéressant, parce que si le personnage réagit comme on s'attend qu'il réagisse... Là, je réécoute le podcast Procrastination, il parle justement de comment construire un personnage et que des fois c'est bien qu'un personnage ne réagisse pas comme on s'attend à ce qu'il réagisse. Alors là, je suis en plein dedans, quoi. Mon personnage a des réactions un peu hallucinantes parfois et qui sont tellement invraisemblables qu'on n'y croit pas trop. Et puis voilà, mon texte est quand même particulièrement mauvais. Je me demande même si cette histoire présente à quelconque intérêt, si c'est pas complètement tiré par les cheveux. Bref, je remets tout en cause. Le fait de me retrouver face à ce texte fait que j'ai envie de tout remettre en cause. Je ne sais pas s'il faut que je retravaille à partir de ce que j'ai déjà écrit ou s'il faut que je réécrive totalement tout le texte. Sauf que moi, j'ai beaucoup de mal à réécrire de A à Z un texte que j'ai déjà écrit. Je préfère retravailler sur une base déjà écrite plutôt que de repartir à zéro sur exactement la même histoire. C'est comme travailler avec un plan, comme j'ai essayé de le faire là pour le village des femmes. De savoir ce qui va se passer dans l'histoire me coupe un peu de mon envie. J'aime bien être surprise en fait par ce que je vais écrire. Quand on découvre des moments d'inspiration complètement imprévus, qu'on va dans une direction inattendue, je trouve ça toujours très intéressant.
Donc repartir d'un texte que j'ai déjà écrit pour écrire autre chose pour que ce soit mieux écrit, ça me motive pas tellement. Mais alors du coup, j'ai l'impression que raccommoder un texte aussi mauvais que celui-ci risque aussi de me prendre un temps fou et de pas être très concluant comme résultat final. Donc je ne sais pas quoi faire. Et puis encore une fois, je me suis lancée dans un très gros projet, puisqu'il s'agit d'une saga de fantasy. Je ne sais pas combien de tomes ça va prendre. J'arrive pas à me concentrer sur quelque chose de plus court. Je me dis ce qui serait bien, ça serait peut-être de me lancer dans l'écriture de nouvelles pour vraiment travailler mon écriture dans la synthèse. C'est ce qui me manque un peu moi dans mes textes. J'ai tendance à trop m'éparpiller, à pas être assez synthétique, à pas bien structurer mes romans. L'autre chose aussi que je vais faire, c'est que je me suis inscrite, en tous les cas je vais tester au moins une séance à un atelier d'écriture. Bon par contre ce que je trouve décevant, c'est que ce soit un atelier d'écriture à distance, alors que moi le but de participer à un atelier d'écriture, ça aurait été de rencontrer d'autres personnes qui écrivent. Et puis en plus de ça, on est très peu nombreux, et l'autre participant pour le moment est quelqu'un qui n'a jamais écrit, ou qui connaît rien du tout à l'écriture, ni les bases de la dramaturgie. Alors du coup, j'ai l'impression que cet atelier va pas forcément m'apprendre quelque chose. D'autant plus que la personne qui fait cet atelier, l'animatrice, a l'air de connaître autant la structure narrative que je peux la connaître moi-même. Donc je ne suis pas sûre non plus d'apprendre des nouvelles choses. Alors je me dis, vu qu'il n'y a pas d'offre là-dessus, là où j'habite, mais pourquoi pas moi créer mon propre atelier d'écriture? Et puis d'un autre côté, je me dis, mais quelle légitimité j'ai à faire ça? Oui, certes, j'ai fait des études de cinéma, j'ai un peu travaillé le scénario, je me suis beaucoup renseignée sur la question, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts, d'interviews, enfin, c'est un sujet qui me passionne. J'aurai des idées d'ateliers d'écriture, mais qu'est-ce que je peux présenter comme background pour leur dire, oui, je suis tout à fait à même d'animer un atelier d'écriture. Je suis en train de lire le tome 6 de l'Assassin Royal, La Reine Solitaire, et je fais attention à l'écriture, à la manière dont les choses sont écrites, parce que je continue à écouter le podcast Procrastination. J'en suis revenue à la saison 1, parce que je savais plus où je m'étais arrêtée, alors je me suis dit que j'allais tout réécouter, puisque de toute façon, c'est toujours source de réflexion, et ça me fait penser à mes livres, donc ça vaut toujours le coup d'écouter et de réécouter. Et là, je fais donc très attention à l'écriture parce que ils sont en train de parler dans l'épisode que j'écoute de la concision des textes ou des textes trop verbeux. Et il me semble que moi, typiquement, j'ai le défaut des auteurs débutants, c'est-à-dire que je veux trop en dire parce que j'ai envie de faire des belles phrases, que je me laisse un peu emporter par la poésie des mots, sauf que des fois, je pense que c'est au détriment du texte. Et ce qui n'est pas du tout le cas, d'ailleurs, dans l'essai comique, où là, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, etc. Et là, mon ami qui est en train de le lire en ce moment, il me dit que, justement, il trouve qu'il y a un style dans ce texte. J'ai l'impression quand même que j'ai pas encore trop trouvé comment faire les choses, et donc là, je fais attention à comment est écrit l'Assassin Royal. Alors c'est pas de la grande littérature, ça c'est sûr, mais par contre c'est de la littérature efficace. Elle va vraiment à l'essentiel, elle se perd pas dans des phrases alambiquées à la limite de la poésie. On a l'impression qu'elle a une idée extrêmement précise de ce qu'elle veut dire. Et elle va droit au but, elle se perd pas du tout dans les méandres de son cerveau. Et moi j'ai l'impression que quand j'écris quelque chose, mes idées sont beaucoup moins claires. C'est comme si je tâtonnais quand j'écris. Et donc du coup, je cherche mes mots, je bafouille, je me répète, je tourne en rond. J'ai pas une idée aussi claire. Donc évidemment, ça se ressent sur le papier, mais concrètement, je vois pas comment c'est possible d'avoir une idée claire en écrivant. En tous les cas, c'est pas de cette manière dont je fonctionne. Il y a peut-être des auteurs qui sont comme ça, mais moi, pas tellement. Donc c'est ce qui fait que mon style est beaucoup plus alambiqué, c'est très verbeux. Par exemple, je vais lire un extrait. Je vais essayer de l'analyser. Donc juste un paragraphe. Mais avant de vous lire un extrait du tome 6 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, je fais juste un petit aparté. Pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas envie d'être spoilés, je vous conseille d'avancer le podcast 9 minutes 45 plus loin à peu près. Et pour les autres, je resitue le contexte. Alors attention, le spoil commence ici. Vous êtes prêts ? L'extrait que je vais vous lire se passe au moment où Fitz, qui est le personnage principal, qui est aussi le narrateur de l'histoire, part dans les montagnes à la recherche du roi Vérité en compagnie de plusieurs autres personnages. Je ne vais pas tous les citer, juste ceux qui sont présents dans la scène. Il y a donc Ketriken, l'épouse du roi, Caudron, une vieille femme mystérieuse,
et le fou, qui est l'ami de Fitz, de longue date. Ils viennent de retrouver le roi dont les bras sont recouverts d'une substance argentée qui n'est autre que de la magie pure qu'on appelle l'art dans ce roman. Et le fou se charge de lui donner un bain. Voilà pour vous resituer la scène dont je vais lire un extrait très court. Avant que j'eusse le temps d'insister pour que Caudron s'expliquât plus clairement, un cri jaillit de la tente de vérité. Nous nous dressâmes tous d'un bond, mais Caudron fut la première à parvenir à la petite yourte. Le fou en sortant, en s'agrippant le poignet gauche de la main droite. Il se dirigea droit vers le seau d'eau et y plongea la main. Ses traits se tordaient de douleur ou de crainte, ou peut-être des deux. Caudron s'approcha de lui à grands pas pour examiner le poignet qui l'agrippait toujours. Donc là, dans ce paragraphe, ce que veut dire l'auteur, c'est le fou qui se charge de faire la toilette de vérité a touché les mains qu'il a plongées dans la rivière d'art. Plutôt que de prendre la scène au moment où il est en train de faire la toilette de vérité, de toute façon, elle pourrait pas faire ça parce que l'histoire est écrite du point de vue de Fitz, donc on a accès à ce qui se passe à travers Fitz, les yeux de Fitz, sauf les petits intermèdes au début de chaque chapitre, avec des textes de diverses sources. Mais sinon, le cœur de l'histoire, c'est selon le point de vue de Fitz. Donc ça, c'est très très clair. Donc là, on peut pas voir du coup le fou au moment où il touche les mains de vérité, puisque on n'est pas dans la tente avec lui, puisque Fitz n'y est pas. Le seul moment où on peut arriver à cette scène, c'est comme Fitz, on entend le fou hurler. Donc, on comprend que Fitz, il est en train de discuter avec Caudron. Et au moment où il va lui poser une question pour comprendre un élément qui lui échappe, il entend un cri qui vient de la tente de vérité. Donc, première réaction, le cri. Ensuite, quelle est la réaction au cri? Donc, tout le monde réagit en se redressant d'un bond, mais la plus rapide, c'est Caudron qui va directement voir dans la tente. Donc, en fait, chacun réagit d'une manière différente. Ça permet aussi, la façon dont chacun réagit à ce cri, de caractériser les personnages. On sent que Caudron est une femme vive, ou en tous les cas qu'elle a plus conscience que les autres de ce qui est en train de se passer et c'est pourquoi elle se précipite plus vite. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Le fou en sortit en s'agrippant le poignet gauche de la main droite. Donc là, on a tout de suite l'image en tête. Il se dirigea droit vers le seau d'eau et y plongea la main. Donc là, on a vraiment l'action du fou sans parler du sentiment de Fitz. Et son sens le plus direct, c'est celui de la vue, donc il raconte ce qu'il voit. Ses traits se tordaient de douleur ou de crainte, ou peut-être les deux. Donc là, au moment où il a plongé sa main dans le seau, il a le temps un peu de s'arrêter sur les expressions de son visage. En fait, il parle pas du tout de son ressenti, il dit ce qu'il voit. Moi, j'ai souvent tendance avec mes personnages à parler de leur ressenti. Parce que c'est aussi comme ça que je vis les choses au quotidien. C'est-à-dire que quand je rentre dans une pièce, quand j'observe les gens, j'ai tendance à imaginer ce qu'ils sont en train de ressentir et ce qu'ils sont en train de penser. Quand je suis en pleine conversation avec quelqu'un, je suis hyper attentive à tous les signes qui vont se dégager de lui pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de penser, ce qu'il ressent. Ça m'aide pour dialoguer avec un interlocuteur. Et en fait, j'ai tendance à observer le monde sous cet angle-là de mon empathie. Donc en fait, je ne me base que sur mon intuition pour capter un petit peu ce qui se dégage des uns et des autres. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus brouillon que de simplement de se baser sur le sens de la vue ou de l'ouïe pour décrire quelque chose en fait. Je pense que c'est ce qui rend mes textes un peu plus brouillons. Parce que moi, je suis dans la sensation de l'ordre de l'invisible. Tout ce qui est signes non-verbaux. Tout ce qui est intuition, ressenti. Et du coup, ça rend les choses un peu plus brumeuses, ouais. J'ai pas d'autres mots, en fait, pour expliquer ça. Tandis que elle est vraiment... Alors, elle emploie tous les sens dans son texte, d'autant plus parce que son personnage a des pouvoirs qui lui permettent de sentir avec plus d'acuité les gens autour de lui. Dès le départ, dès les premières pages du texte, ça je l'avais repéré quand je l'avais lu, elle fait passer ce message-là en parlant de son personnage qui sent les odeurs, qui entend les bruits. De manière, en fait, elle décrit tout de façon très très sensorielle parce que c'est les capacités surdéveloppées de son personnage. Mais là, dans cette scène, le premier sens auquel elle fait appel, alors c'est l'ouïe, puis la vue. Et puis là, voilà, il hésite. Il dit pas « je ne savais pas si ses traits se tordaient de douleur ou de crainte ». Peut-être était-ce les deux. Non, il dit
Ses traits se tordaient de douleur ou de crainte, ou peut-être des deux. Il parle pas de lui. Il se positionne pas par rapport à lui-même. Caudron s'approcha de lui à grands pas pour examiner le poignet qu'il agrippait toujours. Oui, et puis moi c'est ça, c'est un autre, je pense, un autre défaut que j'ai, ou une autre façon d'écrire, peut-être que ce n'est pas non plus un défaut, j'ai du mal à me rendre compte, c'est que je me positionne toujours par rapport à mon personnage. Qu'est-ce que lui ressent? Le fait de voir ça. Au lieu d'écrire comme Robin Hobb, ses traits se tordaient de douleur ou de crainte, ou peut-être des deux, moi j'aurais tendance à écrire je ne savais si ses traits se tordaient de douleur ou de crainte, peut-être étaient-ce les deux. Je me positionnerais par rapport à moi. Et je pense que c'est là aussi où j'alourdis beaucoup mon texte. Parce que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de se positionner par rapport au personnage, étant donné qu'on sait que c'est lui qui raconte l'histoire? Et moi, c'est la même chose dans le cas de l'Inde de Suraj, c'est Olivia qui raconte l'histoire. Pas besoin de redire je, moi, je, tout le temps. Peut-être que ça aussi, ça alourdit mon texte. Je vais lire un autre paragraphe. Vérité fit une brève grimace en acceptant de ses mains l'assiette et la cuillère toute simple. Il ferma un instant les yeux pour lutter contre l'attraction de l'histoire de ses ustensiles, puis il recomposa son expression et prit une bouchée de nourriture. Je me trouvais à l'opposé du campement par rapport à lui. Pourtant, je sentis en lui l'éveil de la faim brute. Il n'était pas seulement resté longtemps sans repas chaud, il y avait aussi des éternités qu'il n'avait rien mangé de consistant. Il prit une inspiration tremblante, puis se mit à dévorer comme un loup affamé. Donc là, c'est Fitz qui raconte la scène, toujours. Vérité fit une brève grimace en acceptant de ses mains l'assiette et la cuillère toute simple. Là, Fitz n'essaye pas d'expliquer pourquoi Vérité fait une brève grimace. Il énonce ça comme un fait, donc à nous d'en tirer la conclusion qui nous passe par la tête. Peut-être qu'il fait une brève grimace parce qu'il ne supporte pas, juste avant on sait que c'est son épouse qui lui apporte à manger. Peut-être qu'il n'apprécie pas qu'elle se comporte telle une servante vis-à-vis de lui. Peut-être qu'il est un peu écœuré à l'idée de manger, lui qui n'a plus mangé quelque chose de solide depuis si longtemps, imprégné d'art qu'il est. Peut-être qu'il fait la grimace parce que, en ayant les ustensiles, comme elle le dit dans la phrase suivante, il ferma un instant les yeux pour lutter contre l'attraction de l'histoire de ses ustensiles. Peut-être que c'est ça aussi qui lui fait faire la grimace. D'être à chaque fois qu'il a quelque chose dans les mains, de voir tout ce que ça lui inspire en fait, parce qu'il connaît toute l'histoire dans ses moindres détails de chaque objet. Donc peut-être c'est ça qui lui fait faire la grimace, enfin voilà, c'est à nous de l'interpréter, puis finalement qu'importe quoi. C'est ce qui fait que là, elle prend pas trop le lecteur par la main. Moi, j'aurais eu tendance à écrire, à poser une question derrière ça. Il fit une grimace, je me demandais pourquoi, ou j'en sais rien. Alors que finalement... au lecteur de faire sa propre déduction, pas besoin d'ajouter quelque chose. Et puis là, pareil, il ferma les yeux un instant pour lutter contre l'attraction de l'histoire de ses ustensiles. Ça, c'est une déduction de Fitz, finalement, qui l'énonce comme un fait. Mais on gagne du temps en faisant ça. Moi, j'aurais écrit « Je me demandais s'il ne fermait pas les yeux pour lutter contre l'attraction de l'histoire de ses ustensiles. » Mais moi, j'ai une écriture lourdingue quand je la compare à celle de Robin Hobb. Elle va à l'essentiel. Je me trouvais à l'opposé du campement par rapport à lui. Pourtant, je sentis en lui l'éveil de la faim brute. Bon, là, j'ai pas trop grand-chose à dire. C'est un peu ce que j'aurais pu écrire. Et puis après, de nouveau, Fitz fait une déduction. Il n'était pas seulement resté longtemps sans repas chaud, il y avait aussi des éternités qu'il n'avait rien mangé de consistant. Finalement, ça, on n'est pas sûr de le savoir. C'est une déduction de Fitz. Alors que moi, j'aurais mis d'autres formes pour dire que justement, il s'agit d'une déduction. Je veux tellement expliquer la logique du cerveau de mon personnage que je ne laisse pas le lecteur faire ses propres déductions, et je pense que c'est là où mon texte est un peu lourd. Ça me donne envie de relire l'Inde de Suraj, enfin au moins le début. Je vais le faire tout de suite. Alors je vais pas lire la scénette de Gotule avec laquelle commence mon texte, parce que celle-là je l'ai beaucoup travaillée, je pense que c'est celles qui sont le plus réussies dans mon roman. J'ai pas essayé de rentrer dans des choses alambiquées, j'ai été à l'essentiel, c'était très simple, et puis c'est de la fiction pure. Bizarrement, quand c'est de la fiction, je vais plus facilement droit au but. Elle monta derrière le guide sur la moto, une rutilante Royal Enfield. Elle avait son énorme sac bleu ciel dans le dos, son pied de caméra en bandoulière d'un côté et sa sacoche fourre-tout de l'autre. Devant elle, le guide s'était chargé du petit sac noir de sa caméra. Il tenait entre ses mains son bien le plus précieux, celui
qu'elle avait mis longtemps à acquérir par un travail acharné. Alors, qu'est-ce que je dis là ? En gros, qu'elle monte sur la moto derrière le guide, qu'elle est énormément chargée, qu'elle a du matériel de tournage avec elle, donc on pourrait se demander ce qu'elle va faire avec ce matériel de tournage, et qu'il s'agit de quelque chose de très précieux pour elle. Le fait que ça soit quelque chose de très précieux pour elle, je suis pas sûre que ça ait tellement son importance dans le cadre de l'histoire, parce que ça n'apporte pas un élément très précis. Peut-être que là où ça a son importance, c'est que ça caractérise déjà un petit peu mon personnage. C'est-à-dire qu'elle s'est donné les moyens pour acquérir ce matériel et pour être là aujourd'hui. Elle a fait énormément d'efforts. Ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle. C'est un début de présentation d'enjeu quelque part. Je continue. Lestée dans un équilibre fragile, la Royal Enfield s'élança à l'assaut de la route, ses pétarades recouvrant tout autre son, mis à part le klaxon des autres véhicules. Alors là, je me demande si cette phrase ne pourrait pas être coupée en deux. Lestée dans un équilibre fragile, la Royal Enfield s'élança à l'assaut de la route. Point. Ces pétarades recouvrirent tout autre son, mis à part le klaxon des autres véhicules. Voilà, ça permet de plonger un petit peu dans l'ambiance, cette phrase, tout en décrivant ce qui se passe. La moto démarre, on entend le bruit du moteur de la moto, et on sent que l'ambiance sonore est bruyante, qu'il y a de la circulation autour d'eux. D'ailleurs, je le précise juste après, première plongée dans la marée motorisée, dont Olivia s'était tenue à l'écart jusque-là, depuis des bords de trottoir, ou retranchée à l'intérieur d'un taxi, les vitres remontées. Comme si quelque part, cette phrase elle a un peu un double sens. Quelque part, Olivia seule n'a pas osé se confronter en direct avec le monde dans lequel elle arrivait. Il y a un peu quelque chose de ce ordre-là. Enfin, ça, moi, c'est ce que j'ai voulu dire. Un lecteur, je suis pas sûre qu'il va faire cette déduction. Déjouant les aléas d'une circulation chaotique où chacun passait dès lors qu'une place se libérait, sans notion de règles de sécurité ou d'un quelconque code de la route, le klaxon comme unique point de repère, la moto se faufila avec l'agilité d'une anguille. Alors bon, je trouve la phrase un petit peu longue, un petit peu compliquée, mais en même temps assez évocatrice de la circulation indienne. Là, on a tout. On a le fait que personne ne respecte trop les règles, que c'est un espèce de capharnaüm sans nom, où chacun a ses propres règles de conduite et le klaxon sert de guide pour tous. Donc on imagine très bien le bazar que ça doit être. Et c'est exactement l'image que j'ai envie de donner. D'ailleurs, je le précise dans la phrase d'après, dans ce capharnaüm ambulant, à califourchon sur les deux roues, sans casque ni armure, chargé de tous ses sacs de voyage comme seule protection, frôlé de part en part par toutes sortes de véhicules, rickshaws, vélos, bus, camions, scooters, voitures, comme s'ils étaient toujours sur le point d'avoir un accident ou d'en avoir évité un de justesse, Olivia se sentait telle une petite chose fragile, ballottée au gré des secousses. Voilà, c'est pareil, c'est une phrase hyper compliquée. D'ailleurs, elle fait 5 lignes, quoi. Là, par exemple, je pourrais peut-être enlever dans ce capharnaüm ambulant, puisque finalement, la phrase précédente dit que c'est un capharnaüm ambulant. Là, je pourrais dire à califourchon sur le deux roues, chargé de tous ses sacs de voyage comme seule protection, frôlé de part en part par toutes sortes de véhicules, rickshaws, vélos, bus, camions, scooters, voitures, comme s'ils étaient toujours sur le point d'avoir un accident ou d'en avoir évité un de justesse, Olivia se chantait une petite chose fragile, ballottée au gré des secousses. Mais la présence seule de son guide suffisait à la rassurer. S'en remettant à lui, elle put enfin reprendre de grandes goulées d'air, ce qui n'était plus arrivé depuis son débarquement de l'avion, une semaine plus tôt. Pour moi, ce début, il est quand même pas mal. Elle se laisse entraîner dans le tourbillon de l'Inde, derrière son guide, qui va chapeauter son voyage quelque part, et elle se laisse complètement aller à lui, avec une confiance aveugle qui fait qu'elle se laisse faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle s'en remet à lui, entièrement, intégralement, en s'oubliant un peu elle-même. Et puis en même temps, ça permet de revenir en arrière, parce que je dis que ça fait une semaine qu'elle a débarqué de l'avion. Donc on s'imagine qu'on va revenir en arrière. J'ai envie du coup de corriger. Je retravaille la phrase à califourchon sur le deux roues chargé de tous ses sacs de voyage comme seule protection. Je me demande si ça vaut le coup de préciser qu'elle est chargée de tous ses sacs de voyage, étant donné que la première chose que j'ai dit dans le paragraphe, c'est qu'elle avait son énorme sac à dos bleu ciel dans le dos, son pied de caméra en bandoulière d'un côté et sa sacoche fourre-tout de l'autre. Donc on se doute qu'elle est déjà très chargée.
peut-être pas besoin de le remettre à ce moment-là. Après, quelque part, je me dis que ça sert à rien de travailler comme ça sur le texte, étant donné que j'ai l'impression que c'est l'harmonie totale de mon roman qui ne fonctionne pas bien. C'est pas tant la manière dont il est écrit, même si certainement qu'il y a des passages qui demanderaient à être améliorés, c'est plutôt l'émotion qui se dégage du texte, la façon dont sont amenées les choses. C'est ça qui pêche un peu. Par exemple, j'ai une scène dans le début de mon roman, une scène de dialogue, où à part fumer, ils ne font rien, ils sont assis sur un rocher et ils discutent. Et là, il y a des grandes révélations qui se passent entre eux. Et je me dis, justement en écoutant le podcast de procrastination, que quand il y a un dialogue comme ça, c'est bien de mettre ces personnages en action. Sauf que, comme c'est quelque chose qui m'est arrivé, je n'arrive pas à trouver comment mettre mes personnages en action pour parler de cette histoire. Et c'est beaucoup ça, mon roman. Comme c'est beaucoup du quotidien et tout, souvent mes personnages se posent pour discuter. Ils sont en train de boire un verre, ils sont en train de fumer une cigarette, assis autour du feu, au bord d'une rivière, à regarder un paysage. C'est très contemplatif. Ils sont rarement dans l'action quand ils discutent. Ce qui fait que ça rend les scènes de dialogue comme des blocs indépendants de l'action, indépendants de la description. Alors même si j'ai réussi à mêler quelquefois des scènes de dialogue avec la description du paysage, avec quelques passages d'action, c'est quand même souvent des gros blocs indépendants. Et puis j'ai l'impression que telles que j'amène les informations importantes du roman, elles tombent un peu à plat parce qu'elles sont mal amenées. Mais ça, je sais pas en fait comment travailler mon texte pour améliorer toutes ces choses. D'où le diagnostic éditorial. C'est d'autant plus important de le faire, à mon avis. Bon, de toute façon, maintenant, je l'ai payé. Donc, si ça m'apporte rien, au moins, j'aurai testé. Et puis, si ça apporte quelque chose, eh ben, ça sera tout bénef. En espérant avoir encore le courage de retravailler ce texte. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui commence à... Là, je commence à douter de moi, en fait, de ma persévérance par rapport à ce texte-là. C'est qu'à un moment, je ne sais pas à quel point on peut retravailler un texte. À un moment, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer au suivant ? Des fois, je me dis, c'est un peu ridicule de m'accrocher à ce texte éperdument, alors que j'en ai tant d'autres que j'ai envie d'écrire. Le fait de ne pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa publication, c'est comme un échec pour moi. C'est plus qu'une déception. Et je n'arrive pas à lâcher prise sur ce texte, en fait. J'y tiens terriblement. Peut-être parce que c'est le premier que j'ai travaillé de cette façon. Donc du coup, il faut qu'il voie le jour. Mais est-ce que c'est pas un peu de l'acharnement ? Est-ce que je perds pas mon temps, mon énergie, ma patience, ma ténacité à m'acharner sur ce truc, quoi ? Là, j'ai pas la réponse. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.